Braderie sur les rédemptions de méchants, deux pour le prix d'une. L'épisode final de la série qui se centre sur personne en particulier, mais le flashback se centre sur le capitaine Crochet. Alors ça suit pile ce qu'on a vu dans l'épisode précédent, le moment où il repêche Bellfire dans les eaux du pays imaginaire. Et il découvre assez vite qu'il s'agit de Bellfire, l'enfant de Rumpelstiltskin, et veut le cacher des hommes de Peter Pan qui s'appellent les Perdus. Ce ne sont pas les enfants perdus, ce sont les perdus, puisqu'il ne pouvait pas avoir d'enfants pour jouer ces personnages, donc... ok. Au début, il protège Bellfire pour l'utiliser contre Rumpelstiltskin, mais très rapidement, on montre que ces deux-là se créent un petit lien. Très rapidement, vraiment. Faudra que je vois. C'est lié avec une inscription qu'il y a sur son mât. J'ai pas souvenir avoir vu ça une seule fois durant un des épisodes précédents, ou du moins ça m'a pas marqué particulièrement. Si jamais on avait vu ça dans un autre épisode précédent, c'est-à-dire une inscription qu'il a fait pour indiquer à Bellfire bâbord et tribord, si c'est montré à ce moment-là, je reconnaîtrais que c'est légèrement amené, ça aura été légèrement amené. Si ça n'a pas été montré avant ça, c'est un nouveau truc que vous avez sorti de nulle part dans cet épisode précis pour le plaisir de faire du drame. J'espère que c'est pas le cas. Mais bon, donc au début, il semble y avoir un petit semblant de lien qui se crée entre eux, mais assez vite, Bellfire trouve le portrait de sa mère dans je sais pas où, il a laissé traîner le portrait dans ses cabinets, Killian Jones, et à ce moment-là, il y a dispute, il veut plus rien avoir à faire avec Killian Jones, Bellfire, et c'est là que Killian Jones se dit merde, d'accord, tu veux pas de moi, ok, je ne pense qu'à moi-même, je te livre aux autres. Et c'est un peu plus ou moins le flashback. Un flashback assez court en soi. Le principe étant de donner une excuse pour que Killian Jones se rachète plus tard. Vraiment, ça sent vraiment l'excuse pour ça. On va dire, oh, tragédie du personnage qui avait noué un lien avec quelqu'un, mais qui n'a pas pu à cause de ce qu'il a fait, de ses ambitions, etc. Donc, tragédie. Ouais, ça m'a pas fait sauter au plafond. Beaucoup de choses dans cet épisode ne m'ont pas fait sauter au plafond. Hein. Dans notre monde, Tamara et Owen activent l'espèce de cristal qui va faire disparaître Storybrooke et tous ses habitants grâce à une pioche de nain. C'est censé marcher comme ça. Elle avait conservé une pioche de nain aussi, Regina, pour que ça marche. Petit détail, oui, parce que bon, c'est un plan qu'elle avait prévu depuis le début en cas de cas extrême, donc j'imagine, c'est bizarre. Et Killian Jones dit oh tant que Crocodile meurt, ça me va. Mais au final non quoi, il n'est pas super joyeux à l'idée de crever, alors que voilà, il n'est pas super joyeux à cette idée parce que selon la logique de l'épisode, il semblerait qu'il va mourir lui aussi dans le processus. Ce qui n'a aucun putain de sens pour moi. Non mais je veux dire sérieusement, aucun putain de sens. D'une part, tu n'es pas venu à Storybrooke via la malédiction, tu es venu via un portail magique. Donc tu n'es pas du tout lié à Storybrooke, tu peux te barrer avec ton navire quand tu veux, laisser Storybrooke s'effondrer, ça ne te ferait rien du tout, tu laisserais tous les autres crever et tu pourrais être content de savoir que ton crocodile est mort. Et quand bien même tu pouvais crever avec ça, tu sais que Owen et Tamara ont encore un haricot magique. Et tu pourrais t'aurais juste pu faire un peu forcing pour le leur prendre. Et dire d'accord, j'accepte ça, mais vous me donnez un haricot magique s'il vous plaît. Mais non. Ok, très bien. En plus, ils n'ont pas un seul haricot magique, ils en ont quelques-uns, hein, parce qu'on va en voir deux utilisés dans cet épisode, donc c'est même pas que Owen et Tamara n'auraient pas accepté de séparer d'un haricot magique pour... c'est retournement forcé pour les besoins du scénario. Je suis désolé, hein, pour moi c'est complètement ça. Il vient prévenir tout le monde, toute la smala, donc c'est-à-dire Blanche-Neige,
Blanche-Neige, le prince charmant, Emma et Regina qui se disent ah mon Dieu, il faut qu'on arrête ça. Et Regina dit ouais, je peux ralentir l'effet du truc, tandis que Blanche-Neige et le prince se disent ok, Owen et Tamara ont des haricots magiques, on pourra faire fuir tout le monde dans la forêt enchantée en les empêchant de mourir à la disparition de Storybrooke. Allez, en avant, en avant. Donc pendant un instant, j'ai eu l'infime espoir que peut-être ils auraient l'audace de dire ah tiens cette ville qu'on a vue pendant 2 saisons on va plus la voir et on va partir sur des lieux complètement différents puisqu'elle va être détruite et que tout le monde va s'enfuir. Mais non, elle va être sauvée la ville hein, complètement. Pendant que Tamara décide de contenir l'explosion, enfin la disparition du truc, et c'est là qu'elle avoue à Emma, je ne pourrais pas, alors que je contiendrai ce truc, je ne pourrais pas arrêter, donc je me sacrifie. Alors que, je sais pas, techniquement, c'est un détail à la con, histoire de dire, quoi, ils pouvaient pas balancer le haricot magique juste à côté d'elle, partir tous en même temps, et elle se barre, genre, une seconde après avoir empêché ça, je veux dire, c'était vraiment, une fois qu'elle a fait ça, elle ne peut plus s'arrêter, vraiment, c'est un peu forcé, mais le but avec ça, c'est de dire « Oh, cette vilaine Regina finit par se repentir, regardez, elle est prête à se sacrifier pour sauver tout le monde !» Alors, est-ce que ça veut dire que je suis prêt à applaudir à tout rond, prêt à dire que Atlantide est un super film, le meilleur film Disney? Non. Non, toujours pas, non. Non, pas avec ça. Alors, le principe de base aurait pu être une très bonne amorce pour que je commence à voir son revirement de façon intéressante. Mais il y a 2-3 petits problèmes qui empêchent ça. D'une part, le fait est que c'est assez forcé. Je veux dire, il n'y a absolument rien qui pouvait faire en sorte que... Il y a rien qui laissait entendre qu'il y avait qu'elle qui pouvait faire ça et que en faisant ça, elle risquait sa vie. C'est le truc qu'on balance à la dernière minute, histoire de dire « Oh, regardez, quelqu'un doit se sacrifier. » Et oh mon Dieu, c'est la méchante qui finit par réaliser cette erreur. Deuxième point qui me pose problème, c'est le fait que ça arrive comme un cheveu sur la soupe. Et je dis pas juste le principe de la résolution, tout ça, je veux dire la résolution psychologique de Regina arrive comme un cheveu sur la soupe. Tout d'un coup, elle se dit ah tiens, j'ai été super vache maintenant, même si je sais que suite à ça, Henry va survivre et Regina aussi apparemment vu qu'ils ne sont pas attachés à Storybrooke. Et Emma, oui, j'ai dit Emma ou Regina. Et Emma va survivre puisqu'ils ne sont pas attachés à Storybrooke, ces deux-là. Normalement, ouais, ça devrait être relativement tout bénef pour elle, de savoir qu'il veut que tous ses adversaires vont crever et que la personne qu'elle aime le plus va s'en sortir malgré tout. Je veux dire. Mais non, tout d'un coup, et je dis bien tout d'un coup, elle décide que maintenant, oh, c'est pas bien ce qu'elle a fait. Je sais pas, peut-être qu'en se faisant torturer, ça lui a complètement chamboulé la cervelle et tout d'un coup, son côté malfaisant a été grillé, j'en sais rien. C'est ça l'excuse, ça serait complètement débile, mais le truc avec ça, c'est que voilà, la résolution qu'elle affiche, Regina, sort de nulle part et n'est pas du tout instaurée. Et c'est comme pour, je suis désolé, c'est comme pour le final de la saison 1, c'est-à-dire que quand vous balancez tout ça rapidement, ça n'a aucun poids, aucune profondeur et on sent rien là. Ce sacrifice, j'ai absolument rien ressenti, étant donné que ça n'a pas du tout été instauré, que ça a été amené de façon forcée. Alors là, je suis censé éprouver une peine énorme pour le personnage à cause de ça. Sachant que ça aurait aidé, par exemple, si elle s'était réellement sacrifiée, ce qui n'est pas le cas, elle va survivre. Et que fait Rumpelstiltskin pendant ce temps-là? Eh bien, après avoir appris la mort de Bellfire, tout le monde traite ça comme s'il était forcément mort. Je veux dire, ok, il a des chances assez infimes de s'en sortir si on regarde ça d'un point de vue extérieur, c'est-à-dire... Ok, il était blessé par balle, il est tombé dans une portail qui l'a mis à une autre dimension qu'on connaît pas, et elle a peu de chance de s'en tirer, mais ça veut pas dire qu'il a aucune chance de s'en tirer. C'est le truc, quoi. Mais là, suite à ça, Rumpelstiltskin est complètement démoralisé, il veut plus rien faire. Ok, il
Il n'y a plus que il y a plus rien qui compte, ma vie est foutue. À nouveau, développement zéro. À la limite, si il y avait eu à nouveau une espèce de... Si on avait viré toute cette intrigue de merde autour de Lacey, par exemple. Ouais, non, parce que je déteste toujours ce personnage de merde, cette personnalité de Belle pourrie. Si on avait viré ça et qu'on avait fait en sorte que trouver un moyen que Belle soit complètement finisse, j'en sais rien, dans une espèce de coma où elle a quasiment aucune chance de se réveiller. Bon, je sais, c'est super cliché comme principe, et où Rumpelstiltskin se rendrait compte que oui, il peut plus rien faire pour elle parce que voilà, sa magie peut rien faire pour ça, une connerie comme ça. Et à côté de ça, il y a pas mal de choses qui s'effondrent autour de lui, et puis là, il y aurait cette espèce de clou, ce dernier clou dans le cercueil, entre guillemets, cette goutte d'eau qui fait déborder le vase, où ils se disent « Ok, il n'y a plus rien qui me retient, merde !» Et là non, Belle est encore là, même si c'est pas exactement elle, il y a toujours moyen qu'elle redevienne la Belle qu'elle était. Il y a le fait que, non, techniquement, Bellefire n'est pas mort par rapport à ce qu'on sait. Il aurait pu avoir une espèce de semblant d'espoir autour de ça. Je veux dire, le mec, toute sa vie, il a eu de l'espoir que, comme par hasard, Bellefire serait encore en vie alors que ça fait 200 ans qu'il le cherche. Et gros coup de chatte, il était en vie avec ça. Et je veux dire, là tu pars du principe que c'est foutu. Vraiment. Non, j'y crois pas du tout. Voilà, mais donc pendant qu'ils se morfont dans sa boutique, c'est là que les sept nains arrivent et que c'est à ce moment précis que la Fée Bleue a enfin trouvé un truc qui permet de guérir de la malédiction quand on sort de la ville, et donc Hatchoum est guéri de ça grâce à une espèce de potion qu'elle a faite, et Grincheux, qui n'est pas sans cœur, qui pense quand même un peu aux autres, dit à Rumpelstiltskin, tiens, même si c'est bientôt fini, parce que apparemment tu vas rien faire, tu vas pas te bouger le cul, donne ça à Belle, parce que ça vaut pas le coup qu'elle meure en se prenant pour Lacey. Et je suis tout à fait d'accord, hein, parce que c'est un personnage de merde. Donc ouais, ça, au final, il finit par lui donner cette espèce de potion-là, elle redevient Belle, et il pleure dans les bras de l'un de l'autre en l'attendant la fin, bêtement. Ouais, c'est une façon très maladroite d'évincer ce personnage, parce que vous en aviez pas besoin pour votre intrigue. Hein. Enfin bon, il a un rôle plus tard dans la fin, rassurez-vous, hein. Mais voilà, donc pendant tout ce temps-là, après une petite confrontation avec Owen et Tamara, Killian Jones et le prince charmant récupèrent un haricot magique, et ils se disent, ok, on va pouvoir tous partir, etc. Mais c'est là que Emma leur dit, attendez, Regina va se sacrifier. Ah merde alors. Oh tant pis. Ça m'aurait trop fait marrer que ce soit ça, mais non. Nos gentils héros ne peuvent pas ne peuvent pas accepter de laisser crever une personne qui est responsable de tout leur malheur. Malgré le fait que ça n'a pas dérangé une partie d'entre eux de tuer quelqu'un, un pauvre soldat qui n'était peut-être pas innocent, mais qui avait beaucoup moins de choses à se reprocher d'un coup de pioche dans le dos, alors qu'on aurait pu facilement l'assommer plutôt que ça, mais bon, hein. Je suis désolé d'insister sur ce détail-là qu'on voit genre 10 secondes dans un épisode, mais punaise. Quand vous faites ce genre de truc et qu'après vous dites « Ah, tuer, c'est mal !» C'est le même genre de délire avec certains trucs comme lorsqu'on voit, j'en sais rien, comme certains trucs, certains films, je vais pas nommer lesquels, même si honnêtement j'en ai certains en tête qui m'embêtent là-dessus, qui dépeignent Batman comme une espèce d'icône qui vraiment s'empêche de tuer, pas seulement parce que c'est juste, mais surtout parce que c'est plutôt un procédé psychologique, une espèce de limite psychologique qui s'impose pour éviter de sombrer dans la folie lui-même. Et c'est ça que je trouve très intéressant autour du personnage de Batman. Je sais que je fais un parallèle bizarre là-dessus, mais voilà, le truc avec le personnage de Batman, il y a pas mal de films qui l'ont dépeint comme un espèce de meurtrier de temps en occasionnel, c'est-à-dire oh il y a des méchants qui m'attaquent, je fais des trucs qui vont clairement les envoyer ad patrem, mais c'est pas trop grave vu que c'est pas des grands méchants. Par contre, quand je dois m'occuper d'un grand méchant qui
qui vraiment est une tête de liste, qui a fait des vilainies à n'en plus compter. Là, je ne peux pas me permettre, c'est impossible que je tue cette personne. Oh non, je ne peux pas. Je ne peux pas, ça ruinerait ma moralité. Par contre, quelques sbires, si je les tue nonchalamment, c'est pas trop grave. Pas trop. Voilà, quand on dépeint Batman de cette façon-là, ça me gonfle. Et ben voilà, quand on dépeint les personnages du conte de fées comme ça, ben ça me gonfle. Sérieusement. Oui, mais oui, donc c'est donc non, la pauvre Regina, il faut qu'on la sauve. Le principe de base, tout le monde est d'accord avec le fait de partir sur le plan de risquer toute leur vie en partant sur une hypothèse qui n'a aucune chance fondée de marché à part l'espoir, c'est-à-dire on va utiliser le haricot magique non pas pour nous transporter nous, mais transporter l'outil destructeur de la ville. Voilà, hein, donc tout le monde est d'accord là-dessus, il n'y a aucun problème. Bon, ils ont été légèrement influencés par Henry qui à nouveau ne peut pas permettre que sa mère adoptive meure. Il l'aime tellement, comme on l'a tellement vu dans la saison 1. Donc il décide, allez merde, on y va, mais voilà, le haricot a été volé subrepticement par Killian Jones, et lorsqu'ils arrivent pour se servir du haricot devant Regina pour enterrer l'outil, et ben, il est plus là. Ah, zut. Ah, si seulement on avait vérifié, c'est pas comme si Killian Jones s'était montré indigne de confiance avant. Mais voilà, grâce au super méga Deus Ex Machina de Emma qui, étant donné que c'est la sauveuse, a un extra pouvoir magique, elle peut s'en servir pour rajouter sa magie à celle de Regina, et leur magie est tellement puissante, combinée qu'elle désamorce l'outil, et donc la ville est sauvée. Deus Ex Machina. Pendant tout ça, ils n'ont pas remarqué qu'Henry s'était fait kidnapper par Owen et Tamara, et qui décident donc qu'ils ont une nouvelle mission maintenant, de nulle part. C'est-à-dire, apparemment, ils faisaient partie d'une organisation qui voulait débarrasser le monde de la magie, mais apparemment, il y a autre chose. Voilà, c'est plus complexe que ça, parce que, allez, je le dis tout de suite, puisque ça c'est un truc qu'on découvre à la fin du flashback, c'est que, apparemment, ils savent que dans le pays imaginaire, Peter Pan serait à la recherche d'un garçon particulier depuis des centaines d'années, et que ce garçon serait Henry. Voilà, donc il a attendu ce garçon depuis je ne sais pas combien d'années, et ce garçon c'est Henry. Et maintenant qu'ils ont découvert l'existence d'Henry, ils se sont dit « Ah non, c'est toi qui est important, c'est plus le fait de détruire cette ville. » Donc on l'emmène, on lance le dernier haricot magique qu'on a pour se rendre ensemble dans le pays imaginaire. Voilà, donc ça me fait poser tellement de questions, ça, mais vraiment tellement de questions, et j'espère qu'ils y répondront de façon satisfaisante, parce que j'ai tellement de trucs qui se posent à moi là. Donc apparemment, ils savaient pour les différents mondes avant ça. Voilà, donc il y avait plusieurs moyens de voyager entre les mondes. Ils étaient en contact avec le pays imaginaire d'une certaine façon, malgré le fait que leurs organisations disent qu'elles veulent se débarrasser de la magie, ça ne les dérange pas trop apparemment de travailler avec le Peter Pan, apparemment, je sais pas, c'est bizarre, tellement bizarre. À nouveau, il y a pas mal de trucs dans ma tête qui disent comment ça doit marcher ce truc-là, et j'espère que ce sera bien expliqué au début de la saison 3. Et donc bon, au début, nos quatre héros, Regina, maintenant qui est une héroïne maintenant, Henry l'a dit, maintenant que tu as voulu te sacrifier, tu es une héroïne, on va plus rien te reprocher. Ok, juste un truc. Et si à partir de maintenant, on ne lui reproche plus rien à Regina, c'est-à-dire, c'est bon, tu veux nous aider, il n'y a plus rien à te reprocher, c'est foutu pour moi. Je veux dire, c'est foutu, j'exagère un petit peu. J'arriverai à l'accepter vaguement, mais ce sera pas satisfaisant du tout. Vraiment pas satisfaisant. Parce que cet acte seul
ne va pas compenser tout ce qu'elle a fait avant. Même si je partais du principe qui est faux, que ça a été bien amené, qu'on a eu le temps de mettre ça en place de façon logique avec des événements qui s'enchaînent normalement et de façon satisfaisante, et avec une résolution qui est bien mise en place de la part de Regina, même si ça avait été le cas, j'aurais dit ça aurait été une bonne voie de départ vers le repentir, mais non. Ça n'aurait pas été un repentir complet. Et si, à partir de là, tout le monde finit par se dire, oh ben merde, c'est bon, t'en veux plus, sans rancune, vivons en paix, en harmonie. Si c'est le cas, ce que j'espère pas du tout, si c'est le cas, non, hein, je ne reconnaîtrai pas une seule seconde que c'était un passage vers le bien naturel et satisfaisant. Ça arrivera peut-être à passer au bout d'un moment, mais ce sera jamais satisfaisant sur le départ, quoi. Bon donc oui, nos 4 héros décident donc de suivre ça, mais ils sont un peu perdus parce qu'ils ne savent pas où aller. Mais voilà, Killian Jones, se remémorant le bon souvenir de 40 secondes qu'il a eu avec Bellfire, finit par se dire « Je ne vais plus être un loup solitaire » et décide de revenir pour les aider à retrouver ça grâce au haricot magique qu'il avait piqué et dont il ne s'est pas servi. Voilà, donc juste à ce moment-là, Rumpelstiltskin qui n'a participé activement à rien du tout se dit « Ah oui, quand même, merde, je suis un personnage important, ce serait cool que j'apporte ma contribution un petit peu. » Et se dit alors « Ouais, j'ai le moyen de retrouver l'endroit où ils ont emmené Henry, je viens avec vous. » Ce qui me refait me dire, si t'avais le moyen de retrouver Henry, qu'importe l'endroit où il se trouve, grâce au même truc, l'espèce de map monde magique que t'avais sur toi, pourquoi t'as pas essayé de faire ça avec Bellfire ? T'es peut-être pas censé savoir qu'il y a des haricots magiques et qui peuvent permettre de rentrer. Peut-être que t'es pas censé savoir, mais tu vas vraiment rester comme un con sans rien faire, alors que apparemment t'aurais le moyen tu pourrais avoir le moyen de retrouver Bellfire quand t'as appris sa disparition. T'es déjà directement parti sur le fait qu'il est mort. Débile! Désolé, c'est débile! Oh punaise, punaise. Donc ouais, bon. Mais là, ce coup-ci, il se dit, ah oui, il faut que j'aille sauver Henry. Je sais que ce garçon causera ma perte, mais c'est mon petit-fils, je ne peux pas le laisser mourir, le laisser à son sort. Et il dit alors à Belle, tu dois rester ici pour protéger le truc. Grâce à un sort que je te donne, tu pourras protéger la ville de l'organisation pour lesquelles travaillaient Owen et Tamara. Et voilà, tu pouvais pas le donner à quelqu'un d'autre et Belle pouvait pas te suivre pour ça, non. Non, sérieusement. D'ailleurs, pourquoi Belle saurait utiliser la magie particulièrement? Et elle pouvait juste dire, il pouvait juste demander à la fée bleue de faire ça. Et puis aussi, un truc que j'ai trouvé vachement bizarre, c'est le fait que quand ils sont revenus pour aider Regina et mettre et faire tomber le dispositif dans le portail du haricot magique, il n'y a que nos héros qui sont nus. Il n'y a que Henry, Emma et Blanche-Neige, le prince charmant. Les autres, ils sont restés dans leur coin comme des cons en disant « C'est bon, on va les laisser faire, on va rien faire pour les aider. » C'est mauvaise gestion de votre casting, je suis désolé, mauvaise gestion de votre casting. Je suis tellement frustré, chaque finale me frustre, parce que je savais clairement, je sentais qu'il y aurait pas mal de trucs qui seraient mal conclus, et c'est le cas ici, c'est mal géré, mal conclu sur pas mal de points. Donc bon, nos 6 compères, Rumpelstiltskin, Killian Jones, qui ont fait un espèce de petit pacte de paix, légèrement hostile, mais un léger pacte de paix rapidement. Il y a Regina, Emma, Blanche-Neige et le prince décident de partir en bateau, en navire au pays imaginaire pour récupérer Peter Pan. Où ces nouvelles aventures vont-elles les emmener? Mystère et boule de gomme. Reste un petit truc à dire, on apprend où est tombé Bellfire après donc avoir été pris dans le portail, et je suis content d'avoir eu raison là, il est tombé dans le monde des contes de fées, logiquement, hein, la forêt enchantée comme il l'appelle. Enfin, je pense... Logiquement, c'est ça, puisqu'il est retrouvé par Mulan, Aurore et Philippe, qu'apparemment elles ont sauvé hors champ.
Ça aurait été cool de montrer ça. J'espère que ça sera montré lors d'un flashback. J'espère. Parce que voilà, quoi, bon, apparemment, il existerait un moyen de sauver Philippe. On l'a trouvé, on l'a sauvé. Cherchez pas plus loin, on va pas s'emmerder à justifier ça. J'espère que non. Voilà, donc, bon, on voit rapidement donc ces trois-là qui le retrouvent. Et ouais, ça promet quelques petits trucs intéressants. Ça fait partie de ces trucs où j'arrive pas à me décider si j'aime ou j'aime pas, en fait. Le fait que ces six personnages-là qui sont intéressants, je veux dire, les six héros qui partent en direction le pays imaginaire pour sauver Henri, ça promet des choses intéressantes. Ça a été amené de façon très forcée sur pas mal de points, mais c'est plutôt palpitant de penser à ce qui pourrait vivre. Si on part du principe que l'histoire autour de Peter Pan sera bien faite. C'est vraiment tout ce que j'espère. Je suis content de voir qu'Owen et Tamara ne sont pas expédiés en tant que méchants de fin d'épisode et puis merde quoi, ils meurent de façon trop rapide, etc. Non, ils ne meurent pas, ils continuent leur tour. Et donc ouais, c'est très intéressant parce que à nouveau, je trouve que ce serait intéressant d'avoir une progression psychologique d'Owen, de voir tout ce qu'il a vécu. Et honnêtement, il pourrait l'utiliser un petit peu le personnage d'Owen. C'est vraiment tout ce que j'espère. C'est un des rares trucs que je peux m'imaginer qui pourrait aider à la reconversion de Regina pour moi à ce moment-là. C'est-à-dire si vous partez si vous partez du principe de l'utiliser par rapport à son passé avec Regina pour l'avouer à avoir davantage de regrets par rapport à ce qu'elle a fait avant et s'en servir comme tremplin pour aider légèrement à sa rédemption, oui parce qu'à nouveau hein, ça suffirait pas tout seul ça, ça pourrait être intéressant pour le personnage. Et quant à Tamara, on sait encore assez peu de choses sur elle, ça pourrait être intéressant d'en savoir plus. Donc ouais, donc j'ai bien aimé ça aussi, le fait que nos méchants, c'est... Allez, à chaque fois, je sais pas, c'est juste que et quand je vois des personnages comme Cora et même Regina dans une grande partie de la série, qualifier ces personnages-là de grands méchants, j'ai beaucoup de mal à le dire parce que c'est pas l'impression qu'ils donnent. Même si je sais, ils viennent d'essayer de détruire toute la ville. Je sais, c'est très méchant sur le principe. Voilà, Regina a fait bien plus que ça, mais bon. mais voilà, donc ça laisse présager pas mal de trucs intéressants pour la suite. Ça a été pour beaucoup de ces choses-là assez mal instauré à mon goût et c'est ça qui fait que je crois que j'apprécie pas trop cet épisode. C'est tellement difficile à dire parce qu'il y a des trucs bien, vraiment il y a des trucs bien, mais il y a pas mal de trucs que j'ai trouvé vraiment forcés, vraiment foireux. Il y a même deux trois trucs, comme je l'ai dit, qui allaient trop vite, qui empêchaient de ressentir grand chose. C'était clairement pas au même niveau que l'épisode final de la saison 1 à ce niveau-là, mais ouais, c'est le genre de truc, quand on regarde le final d'une saison de série, on a vraiment envie de voir l'apothéose. C'est ça le truc. C'est pour ça que j'ai envie d'être beaucoup moins coulant, beaucoup plus sévère sur les finales de saison, parce que pour moi, ces trucs-là sont censés être l'apothéose, la cerise sur le gâteau, la fin de votre histoire sur le moment, qui va amener au rebondissement, au cliffhanger, aux grandes scènes d'action, etc., etc., au grand suspense et tout et tout. Et quand vous... et quand vous faites ça à peu près aussi bien que d'autres épisodes que j'ai trouvé très passable sur le principe. Oui, il y a beaucoup d'épisodes passables dans cette saison 2. Et c'est frustrant. Et au final, je pense que c'est de par son statut de finale de saison 2, j'arrive pas à apprécier vraiment cet épisode. Voilà. Mais vraiment, hein, de justesse, hein, ça ajoute pas grand chose parce que, comme je dis, il y a pas mal de moments, quelques petits moments d'action plutôt sympathiques, s'il est là, de rebondissements intéressants. Un truc qui m'a fait plaisir aussi, c'est de voir que Leslie a pas duré très longtemps. J'étais content de ça, oui, parce que je ne supportais pas cette femme. Mais
Mais même avec ça, non, 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 ça suffit pas, c'est trop juste. J'ai ressenti beaucoup moins d'émotions dans cette saison 2 que dans la saison 1. Malgré le fait qu'ils aient introduit des personnages intéressants, Bellfire était correct en soi, il m'a pas fait grimper au rideau, mais il avait quelques moments plutôt sympathiques. Killian Jones, je ne l'accepterai toujours pas en tant que capitaine Crochet, mais si on accepte son repentir un peu forcé et rapide sur la fin, sur cet épisode de fin justement, je trouvais que c'était un personnage de fripouille joli cœur, très intéressant, qui pouvait avoir des moments très amusants, très prenants. Donc ouais, c'est un nouveau personnage très intéressant. Qui est-ce qu'on a comme nouveau personnage? Bon, on a Mulan et Aurore qui passaient correctement, qui malheureusement sont pas super bien passés ici. Qu'est-ce qu'on a comme nouveau personnage? On a Owen et Tamara, qui au début ne m'ont pas fait grande impression, mais qui étaient sympathiques vers la fin, qui étaient très intéressants vers la fin. Donc ok pour ça. Korra en tant que méchante a eu beaucoup de bons moments. Qu'est-ce qui nous reste d'autre? Le géant Hurley qui a eu quelques épisodes d'apparition était sympa lui aussi, je suis content de l'avoir eu. Et voilà, pas mal de nouveaux ajouts qui étaient assez sympas sur le principe. Dans les petits trucs que j'ai à redire, j'ai pas à vous refaire tout mon délirium, tout mon laïus autour de Regina, d'autres petits trucs sur lesquels je me suis étendu je ne sais combien de temps. La seule chose que j'aurais à reprocher en plus de tout ça, le truc qui m'a fait tiquer tout le long de cette saison, mais que j'ai pas trouvé extraordinaire à chaque fois pour le préciser, mais j'ai quand même envie de le dire là, c'est que malgré le fait que la malédiction soit levée, que tout le monde se souvienne qui il est, tout le monde s'appelle par son nom de Storybrooke. Voilà, donc Grincheux se fait appeler Leroy, pas le roi, on m'a repris là-dessus, je suis désolé. Grincheux se fait appeler Leroy, Blanche-Neige se fait appeler Marie-Margaret, même par David. David l'appelle Marie-Margaret, elle veut pas être Blanche-Neige. Alors que j'en sais rien, juste à un moment donné, il dit que dans l'épisode 2 ou 3, 2 il me semble, dans l'épisode 2, le prince charmant dit le David Nolan qu'il était dans son ancienne vie le dégoûte et qu'il a envie d'être ce qu'il est, c'est-à-dire le prince charmant. Sans oublier qui il était, mais quand même, ce qui veut quand même garder le meilleur de lui-même, c'est-à-dire le côté prince charmant. Apparemment, ça a l'air d'être le cas pour beaucoup d'autres personnages, mais la plupart d'entre eux continuent de se faire appeler par leur prénom de Storybrooke et... Ouais. Bof. Quoi qu'il en soit, ça amorce pas mal de trucs intéressants pour la suite. L'organisation pour laquelle bossaient Owen et Tamara qui risque de revenir à Storybrooke, l'aventure de nos 6 héros au pays imaginaire, le fait que Bellfire se retrouve maintenant avec Aurore, Mulan et Philippe, et qu'ils devront sans doute vivre une aventure pour retourner à Storybrooke. Tout ça est intéressant. Et si c'est bien géré pour plus tard, ça pourrait être vraiment pas mal. Donc voilà, j'espère que vous gérez bien ce que vous avez amorcé dans la saison 3. Et en attendant, je vous remercie d'avoir suivi pendant tout ce temps. À très bientôt. Ciao.